Imaginez un aboiement brisant le silence d'un parc désert et changeant à jamais le destin de 3 vies. Voici l'histoire vraie d'un chien qui a vu ce que personne d'autre n'avait vu, et d'un homme qui a découvert que la famille ne se limite pas au lien du sang. Préparez-vous pour un récit émouvant qui vous touchera le cœur. Si vous croyez au pouvoir de la compassion, laissez un like et partagez cette histoire incroyable avec quelqu'un de spécial. L'après-midi pesait sur le parc municipal comme un voile de plomb. L'air était lourd d'une pluie imminente, et les feuilles des chênes chuchotèrent d'anciens secrets au vent agité. C'est dans ce décor mélancolique que Jean Dupont marchait tous les jours, suivant le même sentier de gravier qui serpentait entre les bancs vides et les arbres centenaires. À ses côtés, Thor, un chien errant au pelage noir comme une nuit sans étoiles, gardait le pas ferme, le museau toujours en alerte aux odeurs et aux sons que lui seul semblait percevoir. Jean avait 34 ans et portait sur ses épaules le poids d'une solitude choisie, non par amertume, mais par une quiétude qui s'était installée en son âme après la mort prématurée de ses parents, 5 ans plus tôt. La maison où il vivait, héritage d'une vie entière de travail honnête, était son refuge du monde, et Thor, sauvé d'un abandon cruel 3 ans auparavant, était sa seule véritable compagnie. Le chien avait des yeux ambrés qui semblaient voir au-delà du voile des apparences. Ce jour de mars précis, alors que l'automne commençait à peindre les feuilles de tons dorés, Thor démontrait une inquiétude inhabituelle. Ses aboiements, normalement réservés aux situations de danger réel, résonnaient dans le parc avec une insistance que Jean n'avait jamais vécue. L'animal tirait la laisse avec force, se dirigeant toujours vers le même endroit, une zone densément boisée dans le coin nord du parc, où peu de personnes s'aventuraient à cause du maquis épais et du terrain accidenté. Jean résista les premières fois, ramenant Thor sur le chemin familier. Mais le chien devenait de plus en plus agité, ses gémissements montant en intensité comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent que les mots humains ne pouvaient exprimer. Ce fut le 5e jour de cette étrange routine que Jean céda enfin. Le soleil se couchait déjà, teignant le ciel d'orange et de violet, lorsqu'il permit à Thor de le guider dans le bois. L'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition envahissait ses narines, tandis que des branches sèches craquaient sous ses pieds. Thor avançait avec détermination, le corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Soudain, le chien s'arrêta devant un vieux figuier dont les racines noueuses formaient une sorte de grotte naturelle. Là, entre des couvertures usées et des feuilles sèches, 2 petits corps bougeaient faiblement. Le cœur de Jean s'emballa, comme un cheval sauvage. C'étaient des bébés, des jumelles apparemment, âgés de quelques semaines tout au plus. Leurs faibles pleurs pouvaient à peine être entendus par-dessus le bruissement des feuilles, et leur peau pâle contrastait avec la terre sombre environnante. Le premier instinct de Jean fut de courir, d'appeler la police, de remettre le problème aux autorités compétentes. Mais quelque chose dans le regard de Thor, dans la façon dont le chien se positionnait de manière protectrice aux côtés des enfants, léchant délicatement leurs petites mains froides, le fit hésiter. Les petites étaient déshydratées, leurs lèvres gercées comme la terre après une longue sécheresse, et l'une d'elles pouvait à peine garder les yeux ouverts. Sans penser aux conséquences, Jean retira son manteau et enveloppa les jumelles, avec le soin de celui qui manipule de la porcelaine ancienne. Thor guida le chemin du retour, regardant constamment derrière lui comme s'il vérifiait si son maître portait encore le précieux fardeau. La marche jusqu'à sa maison, normalement, de 15 minutes, sembla durer une éternité. Chaque personne qui passait dans la rue semblait l'observer avec suspicion, bien que la plupart étaient trop absorbés dans leur propre vie pour remarquer le drame qui se déroulait. La maison de Jean, une construction des années 50, avec des murs en briques apparentes et un jardin que sa mère avait cultivé avec amour, se transforma cette nuit-là. Ce qui était auparavant un sanctuaire de silence et de souvenirs devint un centre d'opération improvisé. Jean courut à la cuisine, fit bouillir de l'eau, chercha sur Internet des instructions sur la façon de s'occuper de nouveau-nés. Les jumelles avaient besoin de lait, de couches, de vêtements propres, de soins médicaux. Son esprit, habitué à la routine prévisible de graphiste indépendant, naviguait désormais dans des eaux troubles de responsabilités inattendues. Thor resta à côté du canapé où les bébés avaient été installés,
ses yeux vigilants ne quittant jamais les petites formes qui respiraient. Avec difficulté, c'était comme si le chien comprenait qu'il n'avait accompli que la première partie de sa mission, et qu'il devait maintenant s'assurer que les enfants survivraient. La première nuit fut un cauchemar de pleurs incessants et de désespoir silencieux. Jean improvisa des biberons avec de petits verres et des cuillères, versant du lait tiède dans les bouches assoiffées des jumelles. Chaque goutte qu'elles avalaient était une petite victoire contre le temps impitoyable. Vers 3 heures du matin, alors que la fatigue menaçait de le vaincre, une des bébés, la plus petite, commença à tousser violemment. La panique s'empara de Jean comme une vague glaciale. Il ne pouvait pas les emmener à l'hôpital sans expliquer comment il les avait trouvées, sans impliquer la police, sans risquer qu'elles soient emmenées dans un refuge surpeuplé. Dans un moment de clarté désespérée, il se souvint de Sophie, la voisine du bout de la rue qui était infirmière retraitée. Sans hésiter, il enveloppa les jumelles dans des couvertures et frappa à sa porte, Thor à ses côtés comme une ombre fidèle. Sophie, une dame d'une 60aine d'années aux cheveux gris toujours attachés en un chignon impeccable, ouvrit la porte, le visage marqué par un sommeil interrompu. Mais il suffisit d'un coup d'œil aux enfants dans ses bras pour que ses instincts professionnels prennent le contrôle. Sans poser de questions inutiles, elle le fit entrer, examinant les bébés avec des mains expérimentées. La plus petite avait un début de pneumonie, diagnostiqua-t-elle, et avait besoin d'antibiotiques d'urgence. Sophie avait quelques médicaments, de base à la maison, reste de sa vie professionnelle, et commença à traiter l'enfant immédiatement. Pendant qu'elle travaillait, elle lançait des regards significatifs à Jean, des regards qui disaient qu'elle savait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne le racontait, mais que pour l'instant, la vie des enfants était prioritaire. Les heures suivantes furent un flou d'activités frénétiques. Sophie instruisit Jean sur la façon de préparer correctement le lait, de vérifier la température, de tenir les bébés pour qu'elles ne s'étouffent pas. Thor resta allongé à leurs pieds, les oreilles attentives à chaque son que les jumelles émettaient. Lorsque le soleil se leva, peignant le ciel de teintes roses qui promettaient l'espoir, la crise était passée. Les 2 bébés dormaient paisiblement, leur respiration synchronisée comme si elles partageaient le même rêve. Sophie prépara un café fort, tandis que Jean se permit enfin de s'asseoir, le poids de la nuit s'effondrant sur ses épaules comme une avalanche. C'est alors qu'elle parla, sa voix douce mais ferme, qu'il devait régulariser la situation. Les enfants avaient besoin de soins médicaux appropriés, d'actes de naissance, d'une vie légale. Jean savait qu'elle avait raison, mais la peur de ce qui pourrait arriver aux jumelles le paralysait. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans le quartier comme un feu de paille sèche. D'abord les murmures dans les couloirs, du marché, puis les regards curieux des voisins, et enfin les visites déguisées en politesse. Tous voulaient me voir les jumelles mystérieuses qui étaient apparues de nulle part chez le célibataire reclus. Certains offraient une aide sincère, apportant des vêtements usagés de leurs propres enfants ou des laits infantiles. D'autres venaient simplement pour alimenter les commérages, leurs yeux avides de détails, à partager lors de la prochaine rencontre sociale. Jean naviguait à travers ces interactions avec la maladresse de celui qui n'a jamais eu besoin de faire face à autant d'attention. Thor, quant à lui, était devenu encore plus protecteur, grognant doucement lorsque des étrangers s'approchaient trop près des bébés. Ce fut Madame Conception, la matriarche officieuse du quartier, qui apporta le premier grand tournant. Femme de 80 ans à la mémoire acérée comme un rasoir, elle apparut un matin pluvieux, avec un panier de pain maison et un regard qui pénétrait jusqu'à l'âme. Elle s'assit dans le salon de Jean, observa les jumelles dormir dans le berceau improvisé qu'il avait monté, et dit de sa voix rauque par le temps qu'elle connaissait ses yeux. « Les bébés, affirma-t-elle avec une conviction inébranlable, avaient les yeux des Martin, famille traditionnelle de la ville qui avait fait fortune dans l'immobilier. Plus précisément, ils ressemblaient aux yeux de Béatrice Martin, la fille cadette qui avait disparu des événements sociaux ces derniers mois, après un scandale étouffé impliquant une liaison extra-conjugale. La révélation de Madame Conception planta une graine d'inquiétude chez Jean. Si les bébés étaient réellement les filles de Béatrice Martin, cela expliquerait l'abandon,
La famille Martin était connue pour son obsession des apparences et de la réputation immaculée. Une grossesse hors mariage, encore plus de jumelles, serait un scandale intolérable. Mais cela signifiait aussi qu'il y avait une mère quelque part, souffrant peut-être, regrettant peut-être. Jean passa des nuits blanches à réfléchir à ce qu'il devait faire de cette information. Les jumelles, qu'il avait commencé à appeler Rose, et espoir dans son esprit, méritaient de connaître leur histoire, mais méritaient-elles d'être renvoyées à une famille qui les avait rejetées? Alors que Jean luttait contre des dilemmes moraux, la vie pratique poursuivait son implacable marche. Les dépenses pour les bébés consommaient ses économies comme un incendie consume du bois sec. Couches, lait, médicaments, vêtements qu'elle dépassait à une vitesse impressionnante. Son travail de graphiste indépendant, qui lui permettait auparavant une vie confortable, ne couvrait désormais que les besoins de base. Les nuits blanches affectaient sa productivité, et certains clients ont commencé à chercher d'autres, professionnels. C'est dans ce moment de désespoir financier que Sophie suggéra qu'il recherche une aide officielle. Le gouvernement offrait une aide aux familles en situation de vulnérabilité. Mais pour cela, il devait régulariser la situation des filles. La visite au conseil de tutelle fut l'un des moments les plus tendus de la vie de Jean. Le bâtiment, gouvernemental, avec ses murs gris et ses couloirs qui résonnaient de pas précipités, ressemblait à un labyrinthe bureaucratique sans issue. L'assistante sociale affectée à son cas, une jeune femme nommée Françoise aux lunettes à monture épaisse et un carnet toujours à portée de main, écouta son histoire avec une expression professionnelle qui ne révélait rien. Jean raconta la découverte au parc, les soins qu'il prodiguait, son désir de continuer à s'occuper des jumelles. Françoise nota tout méticuleusement, posant des questions qui semblaient être des pièges déguisés. Avait-il les moyens financiers? L'expérience avec les enfants? Un réseau de soutien adéquat? Chaque question était un rappel de ses insuffisances. Thor, qui avait insisté pour l'accompagner malgré les règles interdisant les animaux dans les administrations publiques, resta couché à ses pieds pendant toute l'interview. À un moment, particulièrement tendu, lorsque Françoise demanda si un homme célibataire serait la meilleure option pour 2 filles, le chien leva la tête et regarda l'assistante sociale avec ses yeux ambrés. Ce n'était pas un regard menaçant, mais il y avait quelque chose en lui qui fit à Françoise interrompre ses notes. Ce fut un moment bref, mais Jean sentit comme si Thor défendait sa cause d'une manière que les mots ne pouvaient pas. La visite à domicile suivit une semaine plus tard. Jean avait passé des jours à ranger la maison, transformant son ancien bureau en une chambre pour les bébés. Sophie avait aidé, apportant un berceau usagé, mais en bon état, et même certains voisins auparavant distants avaient contribué, avec des jouets et des décorations. Lorsque Françoise arriva, accompagnée d'une collègue plus âgée, la maison était impeccable. Les jumelles, maintenant plus en bonne santé et aux joues roses, jouaient sur un tapis coloré tandis que Thor les observait comme un gardien mythologique. L'inspection fut minutieuse, chaque coin examiné, chaque document vérifié. Mais ce fut l'interaction entre Jean, les bébés et Thor qui sembla faire la plus grande impression. La façon dont Rose se calmait lorsqu'il la prenait dans ses bras, comment Espoir souriait lorsque Thor léchait gentiment sa petite main, comment les trois semblaient former une unité improbable mais fonctionnelle. Au cours de la visite, eut lieu le premier grand revirement. Françoise mentionna par hasard qu'elle avait reçu une dénonciation anonyme concernant des bébés abandonnés qui pourraient être chez Jean. La dénonciation contenait des détails que seule une personne, très proche de la situation, pouvait connaître. Le sang de Jean glaça dans ses veines. Quelqu'un essayait de lui enlever les jumelles, mais qui et pourquoi? Françoise, remarquant sa réaction, se hâta de dire que la dénonciation ne changeait pas son évaluation professionnelle, mais que le processus serait désormais plus complexe. Il y aurait une enquête pour retrouver les parents biologiques, des annonces dans les journaux, toute la procédure légale pour les cas d'abandon. Cette nuit-là, Jean dormit peu. Assis sur la véranda avec Thor à ses côtés, il observait les étoiles et réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. Les jumelles avaient apporté un but à ces journées vides, mais elles avaient aussi apporté la peur et l'incertitude.
L'aboiement lointain d'un chien inconnu fit lever les oreilles de Thor, et Jean se souvint de ce premier aboiement dans le parc, l'appel qui avait débuté tout ce voyage. Thor avait-il simplement flairé les bébés, ou y avait-il quelque chose de plus mystique dans sa découverte? Le chien, comme s'il lisait ses pensées, posa sa tête sur ses genoux, un geste de réconfort qui en disait plus que 1000 mots. Le deuxième grand revirement survint un matin ensoleillé d'avril, alors que l'automne cédait déjà la place au premier froid de l'hiver. Jean préparait les biberons du matin lorsque la sonnette sonna. Dehors, une femme qu'il reconnut immédiatement des pages sociales des journaux locaux. Béatrice Martin était méconnaissable. Les cheveux autrefois parfaitement coiffés tombaient en désordre sur un visage marqué de cernes profondes. Les vêtements de marque étaient froissés, et ses mains tremblaient visiblement. Elle ne dit rien au début. Elle resta simplement là, les yeux fixés sur un point au-delà de Jean, comme si elle rassemblait le courage de parler. Lorsque les mots arrivèrent enfin, ils furent comme une digue qui se rompt. Béatrice raconta son histoire entre les larmes et les sanglots entrecoupés. La grossesse non désirée, fruit d'une relation que sa famille n'approuverait jamais. Le père des enfants, un musicien sans ressources qui avait fui en apprenant la grossesse. La pression familiale pour résoudre le problème discrètement. L'accouchement secret dans une clinique éloignée. La dépression post-partum qui l'avait consumée comme un trou noir. Et enfin, le moment de désespoir où elle avait laissé ses filles dans le parc, croyant que quelqu'un les trouverait et leur donnerait une vie meilleure qu'elle ne pourrait leur offrir. Elle avait observé de loin lorsque Jean les avait trouvées. C'était elle qui avait fait la dénonciation anonyme, non par méchanceté, mais parce qu'elle avait besoin de savoir officiellement qu'elles allèrent bien. Les aveux de Béatrice placèrent Jean à une croisée des chemins moraux complexes. Là se trouvait la mère biologique, clairement repentante, mais aussi clairement incapable de s'occuper de ses filles. Sa famille l'avait déshéritée lorsqu'elle avait appris la naissance des bébés, coupant son accès aux ressources financières. Elle vivait maintenant dans un petit appartement, survivant avec le peu qu'elle avait épargné avant le scandale. Thor, qui était resté entre Jean et Béatrice pendant toute la conversation, relâcha sa posture vigilante lorsqu'elle s'effondra à genoux, pleurant désespérément. Le chien s'approcha d'elle prudemment, reniflant ses mains avant de lécher gentiment son visage couvert de larmes. C'était comme si l'animal reconnaissait en elle, non pas une menace, mais une autre âme blessée, ayant besoin de compassion. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Béatrice commença à rendre visite à ses filles régulièrement, toujours sous le regard attentif de Thor. Les jumelles, maintenant âgées de près de 3 mois, ne lui montraient pas de reconnaissance particulière, la traitant comme une autre des nombreuses personnes qui étaient entrées dans leur vie. Jean observait ces interactions avec un mélange d'espoir et de peur. Une partie de lui voulait que Béatrice assume son rôle de mère, le libérant d'une responsabilité qu'il n'avait jamais demandée. Une autre partie, plus grande et plus profonde, ne pouvait plus imaginer la vie sans Rose et espoir. Elles étaient devenues une partie de lui, comme Thor l'était devenu des années auparavant. Ce fut Sophie qui suggéra la solution. Lors d'une conversation pendant le goûter, tandis que les jumelles faisaient la sieste et que Thor se reposait au soleil, elle proposa que Jean et Béatrice envisagent une garde partagée non officielle. Béatrice pourrait faire partie de la vie de ses filles, contribuer comme elle le pouvait, mais Jean conserverait la garde principale. C'était un arrangement non conventionnel, mais toute cette situation avait échappé aux normes conventionnelles dès le début. La suggestion planta une graine qui grandirait dans les semaines suivantes, nourrie par des conversations prudentes et des négociations délicates. Pendant cette période de négociations émotionnelles, un autre élément entra dans la vie de Jean de manière inattendue. Hélène, la vétérinaire qui s'occupait de Thor, commença à apparaître plus fréquemment. Au début, il s'agissait de visites professionnelles pour vérifier la santé du chien, qui était plus fatigué avec la routine intense de s'occuper des bébés. Mais les visites s'étendirent rapidement, incluant des conversations sur les jumelles, des conseils sur l'alimentation infantile qu'elle avait appris de sa sœur pédiatre, et finalement, des dîners partagés pendant que les enfants chouaient. Hélène avait un caractère calme qui complétait la nature anxieuse de Jean, et son expérience avec les animaux
lui avait appris la patience nécessaire pour traiter avec des créatures qui ne pouvaient pas exprimer leurs besoins avec des mots. Le premier moment significatif entre eux eut lieu un après-midi pluvieux de mai. Rose avait de la fièvre et Jean paniquait. Hélène, qui se trouvait par hasard en visite, prit le contrôle de la situation avec la même calme qu'elle, traiterait un animal blessé. Elle montra à Jean comment vérifier correctement la température, comment garder le bébé à l'aise, quand s'inquiéter et quand se détendre. Pendant qu'ils s'occupaient de Rose ensemble, Espoir dormant paisiblement à côté de Thor, quelque chose changea entre eux. C'était comme si le soin partagé avait créé un pont invisible, connectant deux âmes qui avaient appris à aimer à travers le soin d'autres êtres. Le deuxième moment survint quelques semaines plus tard, lors d'une promenade au parc, le même où tout avait commencé. Jean emmenait maintenant les jumelles dans une poussette double, Thor trottinant fièrement à côté, et Hélène les accompagnait. Alors qu'ils observaient les enfants essayer d'atteindre les feuilles basses des arbres, Hélène partagea sa propre histoire de perte. Son fiancé était mort dans un accident 3 ans auparavant, la laissant avec une douleur qu'elle avait canalisée dans le soin des animaux. Elle comprenait le vide que Jean portait, la façon dont les jumelles et Thor avaient rempli des espaces qu'ils ne savaient même pas qu'ils existaient. À ce moment-là, sous la lumière filtrée par les feuilles, Jean prit sa main, un geste simple qui portait le poids de la compréhension mutuelle. Alors que la romance délicate fleurissait, la situation juridique des jumelles atteignait un point critique. L'audience finale était fixée pour juin, lorsque les filles auraient 6 mois. Françoise était devenue une alliée inattendue, impressionnée par le dévouement de Jean et l'amélioration visible de la santé et du développement des bébés. Son rapport était favorable, mais la décision finale incomberait au juge. Béatrice, quant à elle, avait formellement accepté de renoncer à la garde totale, ne demandant que le droit de visite régulier. Elle avait trouvé un emploi modeste et reconstruisait sa vie, mais elle reconnaissait qu'elle n'avait pas les moyens émotionnels ou financiers d'assumer la maternité intégrale. La nuit précédant l'audience fut l'une des plus longues de la vie de Jean. Il marchait dans la maison, vérifiant les jumelles toutes les quelques minutes, comme s'il craignait qu'elles puissent disparaître pendant leur sommeil. Thor le suivait fidèlement, ses pas doux sur le parquet créant une mélodie réconfortante. Hélène s'était proposée pour passer la nuit, préparant du thé à la camomille et écoutant les peurs de Jean sans jugement. Dans un moment de vulnérabilité profonde, il avoua qu'il ne savait plus qui il était sans les filles. Elles étaient devenues sa lumière, son espoir, sa raison de se réveiller chaque matin. Hélène l'embrassa alors. Et dans cette étreinte, il y avait une promesse non dite qu'il ne ferait pas face à l'avenir seul. Le matin de l'audience se leva clair et froid. Jean, enfilant son meilleur costume, le même qu'il avait porté aux funérailles, que ses parents, maintenant avec une signification complètement différente. Les jumelles étaient habillées de vêtements donnés par Sophie, de petites robes fleuries, qui leur donnaient l'air de poupées de porcelaine. Thor, brossé jusqu'à briller, portait un nouveau collier qu'Hélène avait acheté spécialement pour l'occasion. Le tribunal se trouvait au centre-ville, un immeuble imposant qui semblait juger tous ceux qui franchissaient ses portes. Béatrice était déjà là, accompagnée d'un avocat qu'elle avait trouvé grâce à une aide juridique gratuite. Elle fit un signe timide à Jean, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et de tristesse. L'audience elle-même fut étonnamment brève. Le juge, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués mais bienveillants, écouta les rapports, examina les preuves des soins prodigués par Jean et posa peu de questions. Lorsque le juge demanda à Jean pourquoi il voulait la garde des jumelles, la réponse vint du cœur, sans répétition ni préparation. Il parla du vide qu'il portait avant elle, de la façon dont Thor les avait trouvées alors qu'il était lui-même perdu, de la façon dont s'occuper d'elle lui avait appris que la famille n'était pas une question de sang, mais un choix quotidien, d'aimer et de protéger. Il parla de foi en la capacité humaine à transformer la tragédie en espoir, de la lumière que Rose et Espoir avaient apportée à sa maison sombre. Le moment le plus dramatique survint lorsque le juge demanda à voir les enfants. Jean les amena dans ses bras, Thor marchant solennellement à ses côtés. Rose, toujours la plus extravertie, sourit au juge et tendit ses petits bras. Espoir, plus réservé,
se blottit contre la poitrine de Jean, mais ses yeux curieux observaient tout autour. C'est alors que Thor fit quelque chose d'extraordinaire. Le chien s'approcha du juge, s'assit devant lui et tendit sa patte, un tour que Jean lui avait appris des années auparavant mais que Thor exécutait rarement. Le geste brisa la formalité du moment, arrachant un sourire sincère au magistrat. C'était comme si le chien scellait un accord, promettant de continuer à protéger celle qu'il avait sauvée. La décision arriva 2 semaines plus tard, remise par un huissier un mardi matin, ordinaire. Jean nourrissait les jumelles lorsque la sonnette sonna, et ses mains tremblèrent tellement en prenant l'enveloppe qu'Hélène dut l'ouvrir pour lui. La garde définitive lui avait été accordée. Les mots dansaient sur le papier, tandis que les larmes brouillaient sa vue. Rose et Espoir étaient officiellement ses filles. Le document reconnaissait également le droit de visite de Béatrice, établissant un calendrier qui lui permettrait de reconstruire progressivement le lien avec ses filles. C'était une victoire totale, mais Jean sentait le poids de la responsabilité encore plus fort maintenant que c'était officiel. La célébration fut modeste mais significative. Les voisins organisèrent un barbecue dans la rue, transformant ce qui aurait pu être juste un autre dimanche en une fête de famille. Madame Conception apporta son célèbre gâteau au maïs. Sophie coordonna les activités avec une efficacité militaire, et même des voisins que Jean connaissait à peine apparurent pour féliciter. Les jumelles, maintenant assises sans soutien et balbutiant leur première tentative de parole, étaient le centre de l'attention. Thor circulait parmi les invités comme un hôte fier, acceptant les friandises et les caresses avec dignité royale. Hélène resta aux côtés de Jean pendant toute la fête, sa présence discrète mais constante, rappelant à tous que sa famille avait grandi de plus d'une manière. Ce fut pendant cette célébration que le 3e moment crucial entre Jean et Hélène se produisit. Alors que le soleil se couchait et que les invités commençaient à se disperser, elle le trouva seul sur la véranda arrière, observant les jumelles dormir dans la poussette sous la surveillance attentive de Thor. Sans parole, elle s'assit à ses côtés, et ensemble ils observèrent les premières étoiles apparaître dans le ciel. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut pour dire qu'elle l'aimait, non pas avec la passion impétueuse de la jeunesse, mais avec la certitude calme de celui qui reconnaît un chez-soi chez une autre personne. Jean l'embrassa alors, un baiser qui portait les promesses de matins partagés et de défis relevés ensemble. Les mois suivants apportèrent une routine qui, bien que fatigante, était pleine de petites joies. Les jumelles grandissaient rapidement, chaque étape du développement étant célébrée comme une victoire personnelle. Les premiers pas de Rose eurent lieu un matin d'août, chancelant mais déterminé, en direction de Thor qui l'attendait, avec une patience infinie. Espoir, toujours plus prudente, mit 2 semaines de plus pour s'aventurer, mais lorsqu'elle le fit, ce fut avec une grâce qui annonçait la ballerine qu'elle deviendrait des années plus tard. Béatrice rendait visite régulièrement, sa présence devenant progressivement plus naturelle et moins chargée de culpabilité. Elle avait trouvé de la force dans la thérapie et le travail, se reconstruisant jour après jour. Le 4e moment significatif entre Jean et Hélène survint lors d'une nuit d'orage en septembre. Les jumelles étaient malades d'une virose, commune mais effrayante, pleurant inconsolablement. Hélène avait pratiquement emménagé pour aider et ensemble ils passèrent la nuit à veiller, se relayant pour les soins. Ce fut pendant l'un de ces moments, à 3 heures du matin, Rose dormant enfin dans ses bras tandis que Jean berçait Espoir, qu'Hélène sortit de sa poche un petit objet. C'était une clé, simple et sans ornement, mais sa signification était profonde. La clé de sa maison, offerte non pas comme un geste grandiose, mais comme une reconnaissance naturelle que leur vie était déjà entrelacée, au-delà du point de non-retour. La véritable épreuve survint en octobre, lorsque Jean reçut une offre d'emploi qui pouvait tout changer. Une entreprise internationale de design avait vu son portfolio et offrait un poste à Paris, avec un salaire qui résoudrait toutes les préoccupations financières. C'était l'occasion qu'il aurait saisie sans hésiter 2 ans auparavant. Mais maintenant la décision était agonisante. Cela signifierait déraciner les jumelles du seul foyer qu'elles connaissaient, s'éloigner de Sophie et du réseau de soutien qu'ils avaient construit, et éventuellement compliquer les visites de Béatrice.
Hélène l'écouta réfléchir pendant des jours, sans jamais le presser, mais toujours présente. Ce fut Thor qui, d'une certaine manière, donna la réponse. Lors d'une promenade dans le parc où tout avait commencé, le chien les guida jusqu'au même figuier. Là, où la vie des jumelles avait commencé son nouveau chapitre, Jean comprit que certaines racines étaient trop profondes pour être arrachées. La décision de refuser l'offre n'apporta pas de regret, mais un soulagement. Jean intensifia son travail indépendant, obtenant de meilleurs clients maintenant qu'il avait une motivation claire. Hélène officialisa son déménagement, transformant la maison en un foyer encore plus complet. Les jumelles l'appelaient Hélé, une version enfantine de son prénom qui devint un terme d'affection utilisé par tous. La famille non conventionnelle fonctionnait avec une harmonie qui surprenait même les plus sceptiques. Béatrice trouva sa place en tant que tante spéciale, présente mais sans la pression de la maternité intégrale qu'il avait brisée auparavant. Le 5e et le plus significatif moment entre Jean et Hélène eut lieu lors du premier anniversaire des jumelles. La fête fut grandiose, reflétant le nombre de vies que les petites avaient touchées. Le parc fut décoré de ballons et de banderoles, les tables remplies de douceurs maison et de mets salés, préparés par la communauté. Les filles, vêtues de robes faites par Madame Conception, étaient le portrait de la joie enfantine. Pendant la fête, alors que tous chantaient joyeux anniversaire, Hélène murmura quelque chose à l'oreille de Jean qui le fit s'arrêter au milieu de la chanson. Elle était enceinte. La nouvelle, partagée en ce moment de célébration, était la preuve finale que la vie avait bouclé la boucle. Ce qui avait commencé par un abandon désespéré s'était transformé en abondance d'amour. Thor, montrant maintenant les premiers signes de vieillesse, observait tout avec la sagesse de celui qui avait orchestré silencieusement ce miracle. Ses pas étaient plus lents, ses siestes plus longues, mais son engagement envers les jumelles restait inébranlable. C'était comme s'il savait que son travail était presque terminé, qu'il avait construit une forteresse d'amour autour de celle qu'il avait sauvée. Jean le trouvait souvent endormi à côté du berceau des filles, un gardien qui n'abandonnait jamais son poste même dans le sommeil. La grossesse d'Hélène apporta de nouveaux défis et de nouvelles joies. Les jumelles, maintenant marchant, avec confiance et développant des personnalités distinctes, réagirent à la nouvelle avec la curiosité typique des enfants. Rose, toujours la plus bavarde, posait des questions interminables sur le bébé. Espoir, plus observatrice, touchait gentiment le ventre de plus en plus grand d'Hélène avec une révérence qui émouvait tous ceux qui assistaient à la scène. Béatrice, étonnamment, devint un soutien fondamental pendant cette période. Elle avait trouvé la rédemption en aidant Hélène, comme si s'occuper de la femme qui s'occupait de ses filles était une façon de rembourser une dette impayable. Naissance de Pierre, un matin froid de juin, fut accueilli avec joie mais aussi avec une inquiétude silencieuse. Thor, maintenant ayant du mal à monter les escaliers, n'avait pas rencontré le nouveau membre de la famille. Jean ramena le bébé à la maison enveloppé de couvertures, le cœur serré par le pressentiment que le temps avec son fidèle compagnon touchait à sa fin. Mais Thor, rassemblant ses forces d'une réserve profonde, se leva lorsqu'il entendit les pleurs du bébé. D'un pas tremblant mais déterminé, il s'approcha et renifla gentiment le nouveau petit humain. Satisfait qu'une autre vie soit sous sa protection, il s'allongea au pied du berceau, assumant pour la dernière fois son rôle de gardien. Thor partit un après-midi de juillet, entouré de sa famille. Les jumelles, maintenant âgées de près, de 2 ans, ne comprenaient pas complètement, mais savaient que leur protecteur poilu allait à un endroit spécial. Jean tenait Pierre tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Hélène embrassait les filles, expliquant avec des mots simples que Thor veillerait toujours sur elles, juste d'un endroit différent. Béatrice, qui était arrivée pour sa visite hebdomadaire, se joignit au cercle de deuil, comprenant enfin la profondeur de ce que ce chien avait représenté. Il n'avait pas seulement sauvé ses filles, il avait sauvé tous ceux qui les entouraient de différentes manières. Les funérailles de Thor eurent lieu dans le jardin de la maison, à l'ombre du poirier qu'il aimait tant se reposer. Chaque membre de la famille élargie, y compris Sophie, Madame Conception et d'autres voisins qui étaient devenus de la famille, partagea un souvenir. Les jumelles placèrent leurs jouets préférés près du corps de leur ami. Des gestes innocents,
qui portait le poids de l'amour pur. Jean parla de la façon dont Thor avait vu l'invisible, comment il avait reconnu le besoin avant même qu'il ne se révèle. Hélène planta un jeune chêne sur place, promettant qu'à chaque printemps, lorsque les fleurs apparaîtraient, ils se souviendraient du chien qui avait planté les graines de leur famille. La vie continua, comme elle continue toujours. Mais maintenant elle portait la marque indélébile de Thor. Les jumelles grandissaient entourées d'amour, chaque étape étant célébrée par une famille qui s'étendait bien au-delà des liens du sang. Pierre, le bébé que Thor avait béni dans ses derniers jours, montrait des signes précoces d'une connexion spéciale avec les animaux, comme s'il avait hérité de quelque chose de l'esprit du chien. Béatrice, maintenant stable et reconstruite, avait trouvé une nouvelle relation et partageait la garde de manière plus active, offrant aux jumelles un réseau encore plus grand d'amour et de soutien. Un après-midi de mars, exactement 3 ans après le sauvetage, Jean emmena les jumelles au parc. Elles couraient entre les arbres, leur rire résonnant comme des cloches de cristal. En passant devant le vieux figuier, Rose s'arrêta et pointa du doigt. Là, presque caché entre les racines, il y avait un chiot, abandonné comme ses mères l'avaient été. Sans hésitation, les filles coururent vers lui, leur petit cœur connaissant déjà l'impératif de la compassion. Jean observa, la poitrine, serrée par la symétrie poétique du moment, tandis que ses filles répétaient le geste qui avait changé toute leur vie. Le chiot, un chien errant aux yeux ambrés qui rappelait étrangement ceux de Thor, fut immédiatement adopté et baptisé Gardien. L'intégration de Gardien dans la famille fut étonnamment douce, comme s'il avait toujours appartenu